Salut la team fantastique. Aujourd'hui on va continuer la précédente vidéo d'agronomie que j'avais faite il y a pas mal de temps, où on avait vu la matière organique, essentiellement sa minéralisation, où on avait évoqué le complexe argilo-humique vers la fin, qui est aussi appelé le complexe absorbant. Et c'est là-dessus qu'on va faire un zoom, c'est sur ce complexe absorbant, on va voir son importance, son rôle et les répercussions qui tournent autour en fait, puisqu'elles sont énormes. Ce complexe absorbant, c'est quoi? Donc en fait c'est l'ensemble des colloïdes, que sont les composés humiques plus les argiles, qui sont chargés négativement, et donc cet ensemble peut retenir des charges positives, que sont les cations, sous une forme échangeable, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas perpétuellement fixées au complexe. Donc la liaison colloïde-humus n'est donc pas stable, elle est en perpétuel mouvement, et donc les cations se remplacent les uns les autres selon le sol et les modifications qui y sont apportées. Alors qu'est-ce qui fait que l'on va avoir des échanges? Eh bien en fait c'est la modification de la solution du sol, tout simplement. C'est-à-dire que le complexe absorbant est en équilibre avec les solutions du sol. Une modification de celle-ci va tout simplement rompre cet équilibre. Alors il va donc y avoir des échanges entre la solution du sol et les colloïdes du complexe absorbant. Tout ça pourquoi? Pour rétablir l'équilibre. En fait, ces échanges ont lieu pour établir cet équilibre, dès l'instant qu'il y a une modification des solutions du sol. On va prendre un exemple pour être plus clair sur ce phénomène d'échange. On apporte dans un sol un engrais potassique KCl par exemple. Donc en sachant que le complexe absorbant est saturé d'ions Ca2+, bon là c'est vraiment un exemple, hein, le complexe n'est pas obligatoirement saturé en ions Ca2+. Ça on va voir tout à l'heure les différences qu'on peut avoir selon les sols. Donc revenons à l'exemple. On apporte un engrais potassique KCl dans le sol. Le complexe absorbant est saturé en ions Ca2+. Alors qu'est-ce qui va se passer? K+ va remplacer Ca2+ dans le complexe absorbant, en sachant qu'il faut 2 K+ pour remplacer un Ca2+, donc cet échange va avoir lieu et Ca2+ va passer dans la solution, et K+ va être fixé au complexe. Et donc l'équilibre est rétabli. Pour mieux comprendre la répercussion des ions échangeables, on peut les classer en deux catégories. Ceux qui augmentent la basicité, comme K+, N+, Ca2+, Mg2+, et ceux qui augmentent l'acidité. Donc là, il y a H+, et Al3+. On va revenir sur ces deux derniers tout à l'heure. Qu'est-ce qui permet de connaître l'état du complexe absorbant? Donc ce qui va nous permettre de connaître l'état du complexe absorbant, c'est d'abord le taux de saturation. On parle d'un sol saturé lorsque le rapport ST est de 85%, voire 100%. On dit que c'est un sol à forte réserve calcique. Alors c'est quoi ce rapport ST? Eh bien c'est le taux de saturation. S représente la somme des bases échangeables, donc Ca2+, Mg2+, K+, etc. On les a vus tout à l'heure. Et T représente la capacité d'échange des cations. Donc en fait la quantité maximale de cations qu'un sol peut absorber. On a vu ce qu'était un sol saturé. Alors qu'est-ce que c'est un sol désaturé? C'est un sol où le taux de saturation est inférieur à 20%. La cause est la quantité d'ions acides H+, et Al3+ dans le sol. En fait l'acidité d'un sol est mesurable par la quantité d'ions H+ présents. Donc H+ est un indicateur d'acidité. Et entre ces deux extrêmes donc de sol saturé et désaturé, on a ceux recevant un apport calcique régulier avec un taux de saturation tournant autour de 40%. Alors on peut se demander, y a-t-il un lien entre le pH et le complexe absorbant? Eh bien en fait oui,
Le pH détermine le taux de saturation du complexe, comme on vient de le voir. Mais du coup, il faut quand même parler du pouvoir tampon qui est une caractéristique essentielle du complexe absorbant. Donc en fait, son rôle va être de compenser les variations de pH saisonnier du sol. Ces variations sont dues en fait aux végétaux qui produisent des acides organiques importants au printemps ou alors dues à un drainage important du sol en hiver par la pluie, etc. Cela va diluer la solution du sol et donc en fait on aura une quantité d'ion H+ moins importante. Le pH va donc s'élever, devenant donc moins acide. Donc en fait le sol, par l'intermédiaire du complexe absorbant, va neutraliser ces variations. C'est ce qu'on appelle le pouvoir tampon. Et donc en fait comment ça marche? Si la quantité d'ion H+ augmente, une partie va se fixer sur le complexe en échange d'autres ions comme Ca2+. En revanche, si la quantité d'ion H+ diminue dans la solution, ils seront à l'inverse échangés en fait contre les ions Ca2+, pour établir l'équilibre. Il existe donc 3 grands types de sols classés selon leur pouvoir tampon. Ceux ayant de la matière organique et du calcaire, avec un pH entre 6,5 et 7,5. Ceux avec de grandes réserves de calcium, et donc ayant un complexe saturé. Alors là, quel que soit l'apport en acide, les réserves permettront tout simplement de compenser pour rééquilibrer. Donc là, on est sur des sols bien tamponnés vis-à-vis des acides, avec un pH généralement compris entre 8 et 8,5. Et enfin, on a les sols qui sont acides, donc avec un pH inférieur à 6,5, et qui n'ont pas de réserve suffisante pour saturer tous les ions H+ et Al3+ disponibles. Donc maintenant, imaginons que l'acidité s'installe dans le sol. Que se passerait-il en fait si le complexe absorbant n'aurait plus la capacité de saturer les ions H+ et Al3+. À ce moment-là, on aurait un mauvais état physique déjà. L'argile et l'humus ne peuvent flocculer et donner des complexes. Donc en l'absence de Ca2+, le sol devient compact, peu aéré, imperméable à l'eau et à l'air. Il y a donc une désagrégation de la structure. L'humus qui se formera sur ce sol sera peu décomposé, donc peu de formation d'acide humique de type colloïde et donc pas d'amélioration de la structure du sol et donc pas de formation d'agrégats. Donc en fait, on a un sol qui va être complètement pauvre. Ce qui va induire un mauvais état biologique. La mauvaise aération, l'excès d'eau en surface vont freiner la décomposition de la matière organique par le ralentissement ou l'inexistence de l'activité des bactéries et des autres agents d'humification. Dans tout ça, on a un mauvais état chimique. Le pH reste acide, les échanges ne se font pas ou peu, et ne permettent pas d'assurer le rôle tampon du complexe absorbant. L'acidité devient un frein à l'absorption du calcium, du potassium, etc. par les plantes, inhibant leur développement. Du coup, on peut se demander si le complexe absorbant et le pH ont une influence sur la répartition des plantes. Eh bien en fait, oui, il existe plusieurs catégories de plantes adaptées à chaque sol, c'est pas pour rien. Les espèces, par exemple, qui ne résistent pas à une concentration élevée en Al3+, sont les espèces neutrophiles. Les espèces qui n'aiment pas les complexes saturés en Ca2+, sont appelées acidophiles. C'est-à-dire qu'une haute quantité de Ca2+, va empêcher l'absorption en d'autres ions par les racines. Ensuite, il y a les espèces qui craignent une saturation du complexe en calcium, due au calcaire actif, car cela entraîne l'insolubilisation des oligoéléments, qui sont indispensables à la plante. Ces espèces sont appelées calcifuges. Et quand on parle des espèces dites calcicoles, en fait ce sont des neutrophiles, comme on l'a vu en premier, et donc elles s'accommodent au sol calcaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, ou à t'abonner. Là, c'était un nouveau format pour essayer de mieux faire comprendre ce qu'est l'agronomie. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. À bientôt.